Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline en partenariat avec le salon Histoire de lire de Versailles. Je reçois aujourd'hui, et c'est une première et j'en suis très honoré, Jacques Devilliers, romancier, pour son livre Le Bâtard du Roussillon, son roman chez Fayard. Bonjour Jacques. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là ? Qu'est-ce qui vous a inspiré l'histoire du Bâtard du Roussillon ? Alors c'est vrai que cette histoire du Bâtard du Roussillon, elle est tombée dans les oubliettes de l'histoire, c'est une certitude. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, absolument. Il m'a même fallu chercher longtemps pour en retrouver les méandres, ou tout au moins les indices qui affleurent encore par-delà les archives et la géographie. Ce qui a été à l'origine de ma démarche, c'est vraiment l'idée d'écrire sur Philippe le Bel. Voilà, de commencer une saga que je suis en train de poursuivre actuellement sur Philippe le Bel. Donc il y aura un tome 2. Exactement, il y aura un tome 2 et même un tome 3. Voilà. Et en réalité, ce qui a fait que je me suis intéressé à ce Bâtard du Roussillon, c'est que j'avais dans l'idée de commencer mon travail narratif, historique, par le roi avant le roi. C'est-à-dire le roi avant qu'il ne soit roi, le roi quand il n'est encore qu'un prince. Et ce qui m'intéressait, c'était cette figure du jeune homme de 17 ans qui participe à une expédition militaire catastrophique, tragique, héroïque aussi parfois, mais tout au moins douloureuse. Et donc, à travers cette figure d'un jeune homme encore en formation, je me suis dit qu'il était intéressant de voir en quoi cet événement vraiment profond et puissant allait modifier en lui et créer en lui ce qui plus tard deviendrait les réflexes dans sa conduite de l'État. Pas bête. Pourquoi Philippe le Bel ? Alors, Philippe le Bel, c'est une bonne question. Philippe le Bel, déjà parce que, en termes de saga médiévale historique, Philippe le Bel a eu son heure de gloire avec évidemment Maurice Druon. Ah oui, il faut le lire. Hein. Absolument. C'est sublimissime. Même si Maurice Druon commence Les Rois Maudits avec la fin de Philippe le Bel. Oui. Alors que moi, ma saga devrait terminer. C'est un préquel. Exactement, en quelque sorte. Avec cette nuance que je pense que la légende noire de Philippe le Bel a quelque chose d'un parti pris qui est tout à fait merveilleux quand il est fait par Druon, puisqu'il est évidemment extrêmement bien réalisé, mais en réalité, c'est un parti pris. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en vérité, quel était le caractère de Philippe le Bel, s'il était manipulé, manipulateur, manipulable, s'il était un roi dur ou un roi doux, si son entourage avait sur lui une influence extrême, ou si au contraire il était déjà en quelque sorte un roi centralisateur avec une sorte de monarchie. Ça s'appelle le roi de fer quand même. Exactement, tout à fait. Mais donc le parti pris de Druon, c'est de dire Philippe le Bel est un roi dur, le premier des rois maudits, un roi qui va commettre cette injustice immense en emmenant au bûcher Jacques de Molay. Là où ma démarche est un peu différente, puisque je pense que Philippe le Bel a des enseignements tant sur le plan historique que sur le plan politique, et même sur le plan religieux d'une certaine manière, qui sont tout à fait d'actualité dans la conduite de l'État, dans la logique du bien commun, dans les préoccupations principales qui ont été les siennes, puisque par exemple, et j'en profite pour le dire, puisque la croisade d'Aragon est le cœur de ce roman, elle va tellement marquer Philippe le Bel qu'il ne repartira jamais en croisade, alors que tous les ans, il fera faire des plans à Paris par ses officiers pour organiser cette croisade. Mais jamais il ne la mettra en œuvre parce que toujours il se souviendra de cet événement, de cette expédition catastrophique et il dira non, la conduite de mon royaume prévaut sur cette croisade qui pourtant est l'héritage de son grand-père, Saint-Louis, qu'il fera canoniser en 1297 et pour qui il a une grande admiration. Voilà un peu. Vous nous plongez dans une époque et à un endroit qui est une frontière qui bouge, Catalogne, Roussillon, France, tout ça est très mouvant. C'est la géographie aussi qui vous a plu ? Tout à fait. C'est un microclimat absolument fantastique qui tient parfois quelques-uns de ses apanages à des paysages qu'on pourrait retrouver en Croatie, d'autres à ceux évidemment qu'on trouve de l'autre côté de la frontière des Pyrénées en Espagne. Donc il y a une beauté renversante de cet endroit. Et puis à l'époque, le Roussillon est l'apanage, là aussi, du roi de Majorque, Jacques II. Et donc, bien qu'il se rende à Philippe le Bel, ou plutôt à Philippe III le Hardi, son père, eh bien c'est encore un territoire qui, à proprement parler, n'est pas inclus dans le domaine royal et donc est encore mouvant. Donc oui, il y a eu de ma part un vrai coup de cœur pour cette région, si je peux dire. D'autant plus que je suis allé, après avoir écrit mon manuscrit, la visiter, voir les lieux. Après avoir écrit ? Oui, je ne voulais pas le faire avant parce que j'avais peur que ça bloque ma créativité avec notamment les logiques contemporaines, architecturales. En revanche, je voulais absolument y aller après avoir écrit mon manuscrit et avant de le donner à mon éditeur
pour m'assurer que je n'avais pas fait d'énormités, vous voyez, ou de choses qui pourraient être choquantes dans la logique historique et esthétique de l'époque. Pourquoi cette envie d'en faire un roman? Vous auriez pu en faire un livre d'histoire? Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question et c'est vraiment le cœur de ma démarche. J'aurais pu faire un livre d'histoire, mais je l'aurais fait certainement moins bien que les historiens qui l'ont déjà fait et sur lesquels je me suis appuyé pour le faire d'ailleurs, que ce soit Jean Favier ou même sur les logiques de guerre, Xavier Hélary, que j'ai eu la chance d'avoir en professeur et qui d'ailleurs, je crois, était qui est là, bien est sûr, ici aujourd'hui. À Versailles. Mais en réalité, ils l'auraient fait beaucoup mieux que moi. Et ils l'ont déjà fait. Cette biographie, ces réflexions sur la guerre, sur le XIIIe siècle. Moi, ma démarche, elle est un peu différente. Elle relève davantage de ce qu'on pourrait qualifier du roman national, vous voyez. C'est-à-dire cette idée que l'histoire a aussi comme vocation une vocation artistique qui croisée à la vocation historique, et quand elle ne dénature pas l'histoire, au contraire, quand elle s'appuie sur elle, eh bien, permet à un public beaucoup plus large de s'immerger en elle, de pouvoir en tirer les leçons, par-delà un simple public d'érudits ou d'étudiants. Voyez. Donc c'était ça le cœur de ma démarche, pouvoir proposer un roman qui à la fois donne au lecteur en confiance un cadre historique, des personnages historiques, une réflexion sourcée, argumentée, documentée, et pour autant une histoire, un scénario, une intrigue avec des schémas narratifs, des schémas scénaristiques qui soient eux aussi développés pour que un public aussi large que possible puisse s'y intéresser et lire le livre. Si je puis me permettre, c'est gonflé comme expression, roman national. Je sais bien qu'on est à Versailles, mais quand même, il faut faire attention. C'est dur d'écrire un roman parce qu'il faut aller chercher plein de sources. Et il ne faut pas raconter, comme vous l'avez dit, il ne faut pas raconter n'importe quoi. On peut s'amuser, on peut violer l'histoire et lui faire de beaux enfants, comme disait Dumas, mais on ne peut pas faire n'importe quoi quand même. Absolument, et c'est ça toute la difficulté. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai plutôt eu la difficulté inverse, c'est-à-dire étant de formation historien, j'avais sans cesse l'envie de rajouter du matériau historique, vous voyez, et en fait, c'est finalement cette formation qui m'a aidé à, je pense, avoir le bon équilibre pour ne jamais perdre de vue que ça n'est pas le détail historique qui compte à proprement parler, c'est ce qu'il raconte. Et que donc on peut trahir l'histoire quand cette trahison est entièrement superficielle, si vous voulez, et qu'elle n'a rien en elle de symbolique ou de profond. Voilà. En revanche, sur la mentalité des personnages, sur le contexte, sur les grandes trames d'époque, eh bien là, ma démarche n'est absolument pas de la dénaturer. Au contraire, et moi j'assume complètement le terme de roman national, puisqu'en réalité... Mais vous avez raison, mais il s'agit plutôt de mettre en valeur et de célébrer l'histoire et pas simplement de la commémorer. Et donc il y a là-dedans cette idée, et d'ailleurs de la célébrer dans ce qu'elle a de tragique comme dans ce qu'elle a de magnifique et de glorieux. Absolument, voilà. Tout à fait. Comment vous avez pu reconstituer, et j'ai bien aimé, l'atmosphère, les accents, les mentalités de la région, des régions? Écoutez, là encore, c'est une réflexion qui m'est venue progressivement à travers la recherche historique, l'étude, et puis aussi, finalement, un travail qui a quelque chose d'assez psychologique, qui consiste à se mettre dans la peau des personnages que j'essaye de décrire, dans les lieux où je les imagine, où je sais qu'ils sont allés, parfois où je les imagine, évidemment, en pleine montagne dans les Pyrénées. Qui sait où a campé l'armée du roi de France, c'est impossible à dire. Ouais. Mais pour autant, si vous voulez, le travail principal, je pense, était vraiment cette identification aux personnages pour chercher à leur ressembler sans chercher à plaquer sur eux une logique contemporaine. Et je pense que c'est souvent ce qui fait défaut à la justesse de certaines œuvres historiques, ou en tout cas qui s'inspirent d'un univers esthétique historique. Et je pense notamment à des univers sériels, comme Game of Thrones par exemple, dont je trouve qu'elle a un côté fascinant par le point de vue artistique, mais qui en réalité plaque sur des personnages dans un univers médiéval, des mentalités contemporaines. Oui, je suis d'accord. Ce qui crée, à mon sens, un hiatus, et ce qui ne permet pas de retirer tous les enseignements de l'histoire, puisqu'on perd de vue principalement ce qui en fait le suc, et ce qui, pour nous, peut être enrichissant. Oui, je suis d'accord, effectivement. À quel défi d'écriture vous avez été confronté? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, le plus difficile, je trouve, c'est de concilier la lenteur de l'évolution de l'intrigue avec la nécessité de la rendre toujours immersive et toujours dynamique. C'est-à-dire d'écrire cette trame extrêmement linéaire, contrairement par exemple au roman que je suis en train d'écrire désormais, qui est la suite et qui se passera, et qui traitera de sujets différents. Si vous voulez, le voyage, l'expédition militaire a quelque chose de redoutablement linéaire. Elle avance inexorablement jusqu'à son point d'arrivée, et puis ensuite elle reflue.
Et donc il fallait que j'arrive à maintenir l'attention, à maintenir le suspense, à maintenir mon lecteur en éveil sans que, il finisse par y avoir une forme de lassitude à cette continuité obligatoire. Vous voyez, ça a été ça le cœur de la difficulté. Vous donnez beaucoup de place aux passions humaines, ça c'est intéressant, l'amour, la vengeance, l'honneur, la trahison. Il y a de ces forces qui vous semblent plus essentielles dans l'intrigue ? Oui. Oui, je pense que la question de l'honneur est centrale, parce que l'honneur a cette dimension paradoxale dans le roman, et c'est fondamentalement la question qui m'anime, à savoir, Philippe le Bel, en tant que roi, va à la fois développer un sens de l'honneur extrêmement puissant, à tel point qu'on dira de lui qu'il est un roi manichéen, c'est-à-dire avec des opinions extrêmement tranchées, et pour autant, c'est le roi qui déjà développe la raison d'État, qui la met en exergue et qui en fait vraiment quelque chose d'essentiel pour le royaume. Or, il pourrait y avoir quelque chose d'incompatible dans ces deux notions, c'est-à-dire un sens de l'honneur aigu, qui pour autant n'empêche pas de faire ce qu'il faut quand il le faut. Et donc c'est ça la question qui me passionne. Je suis assez d'accord. Vous avez un héros préféré, au-delà de Philippe le Bel ? Vous voulez dire hors du roman ? Oui, hors du roman, mais même dans le roman. Dans le roman, je pense que la personnalité de Raymond d'Urgues, qui est un ami d'Estéphane, donc le bâtard du Roussillon, m'intéresse parce que c'est finalement un personnage que je trouve touchant, puisque c'est un chevalier qui déjà est mal à l'aise dans un monde où les codes de la chevalerie commencent lentement, mais sûrement à se déliter. Et donc lui, il est encore fidèle à cet héritage extrêmement profond, extrêmement noble, extrêmement droit. Et quand il voit son ami, Stéphane, qui fait ce qu'il faut, quand il le faut, mais donc qui, à proprement parler, pose des actes immoraux pour défendre le bien commun, Raymond est très mal à l'aise, puisque lui, il n'est pas un homme de ce siècle, il est déjà dans le siècle qui est en train de mourir, il est encore dans le siècle de la féodalité, il n'est pas dans le monde futur, à venir, centralisé, il se décale légèrement et donc ça crée une affection pour lui. Je comprends. Alors c'est très énervant, vous êtes très jeune et le fait d'avoir travaillé sur vengeance, honneur, trahison et puis le Moyen-Âge qui est pétri justement d'honneur, qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui pour vous ? C'est une très bonne question parce que je pense que c'est fondamentalement ce qui fait le lien entre ce roman et notre époque. Au fond, rien n'a changé. Oui. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est la mise en valeur de certaines valeurs, vous voyez. Et l'inversion même des valeurs. Exactement, exactement. Et l'honneur, au sens où Philippe le Bel l'entend, finalement, ce n'est pas quelque chose d'idiot, de simpliste, vous voyez, de réducteur, qui empêcherait de comprendre les réalités complexes du monde. Au contraire, c'est plutôt un prisme par lequel toute action doit être ordonnée à un bien supérieur. Et donc je pense que ce qui nous sépare de cette époque, c'est fondamentalement la verticalité, c'est-à-dire le fait que ces hommes avaient toujours derrière eux, et quoi qu'on pense de leur politique par ailleurs, que ce soit Pierre d'Aragon, Philippe le Hardi, et même d'une certaine manière le cardinal Cholet, avaient toujours la vision qu'il y avait quelque chose de plus grand qui les dépassait. Ouais. Et cette idée-là, je pense qu'on l'a perdue et qu'elle est toujours en nous, qu'elle sommeille, mais que fondamentalement, elle est un problème si on ne l'écoute pas et si on finit par l'oublier, parce qu'elle conduit au pire et à la matérialisation du monde qui finalement détruit tout jusqu'à la valeur de la vie humaine. Ça doit être dur quand on écrit justement, quand on est plongé dans le roman et puis qu'on arrive, il faut bien sortir de l'écriture, il faut vivre et revenir au XXIe siècle avec tout ce qu'on vit, c'est pas évident. C'est pas évident, mais j'ai trouvé un palliatif des plus revigorants, c'est que à côté de l'écriture, je travaille au Puy du Fou. Donc dans l'équipe de création qui crée les futurs spectacles, et donc j'ai l'avantage d'avoir, si vous voulez, une sorte de sas de décompression. Oui, pas juste vous trichez. Voilà, qui est donc à mi-chemin entre les époques passées et puis notre présent, et donc qui permet d'avoir une continuité, parce que fondamentalement je ne vois pas de différence et de fracture entre passé et présent, et ça n'est pas une vision passéiste qui pourrait être mélancolique. Au contraire, je pense que les questions que se posaient déjà à l'époque les hommes politiques, comme les commerçants, comme les gens du peuple, étaient fondamentalement les mêmes qu'aujourd'hui. Simplement, l'être humain est le même. La vitesse a changé, les techniques ont changé, la façon de procéder a changé, mais l'être humain, lui, n'a pas changé. Effectivement. J'ai retrouvé dans votre écriture, et comme j'ai pas noté la question, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais les piliers de la Terre. Ken Follett, merci beaucoup. Tout à fait. Bien sûr. Et j'ai retrouvé ça en vous. C'est fort.
On a un Ken Follett français. Ah bah écoutez, ça me fait plaisir, mais évidemment, moi je suis allé puiser des inspirations un peu partout, dans le roman historique, dans la littérature, hein, évidemment, dans les schémas de narration avec Dumas par exemple, avec Zévaco aussi, les Pardaillan, moi qui m'ont beaucoup intéressé sur la façon d'écrire, parce que je pense que ce qui parfois perd, y compris ma génération, dans son attrait de l'histoire, et ce qui fait qu'elle n'en a a priori pas l'usage, eh bien c'est qu'il n'y a pas les bonnes portes d'entrée. Et en fait, je pense que dans un certain nombre d'influences que j'ai pu croiser et dont j'ai pu m'inspirer, il y a cette idée de l'immersion et d'emmener le lecteur avec les mêmes procédés finalement que ceux des séries et des films qu'on produit aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu ce que vous faites au Puy du Fou, toute la famille. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut changer un peu la façon de faire de l'histoire aujourd'hui ? C'était bien Decaux, j'ai grandi avec Alain Decaux, les Franck Ferrand, moi je peux le faire aussi, mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer un peu ? Je pense que l'histoire, d'un point de vue scientifique, n'a pas d'intérêt pour elle-même. Voilà, je vous le dis comme je pense, et pourtant j'aime cette histoire-là. Mais si elle n'a comme intérêt qu'une vocation scientifique, si vous voulez, ce que Michel de Gégère appelle les médecins légistes, c'est-à-dire qui analysent un corps mort qui fondamentalement n'aurait pas vraiment d'intérêt et qui serait une sorte de curiosité, voire parfois un snobisme, et bien à ce moment-là, on s'écarte de plus en plus de cette histoire, puisque par définition, elle n'entre pas dans les préoccupations du grand public, qui a lui des nécessités et des réalités matérielles qui sont très concrètes et donc qui a priori excluent ce champ-là. En revanche, si l'histoire est ordonnée vers l'évolution, c'est pas le mot, mais la capacité à se créer soi-même par-delà sa propre nature, c'est-à-dire à se civiliser fondamentalement, je pense que à ce moment-là, elle a un intérêt bien plus grand. Et donc, quand elle est romancée, eh bien, ça permet au grand public d'y entrer par l'intérêt, par la curiosité, par cette envie artistique qu'on a tous en nous, plus ou moins, et qui peut passer parfois par la peinture, par la littérature, par tous les arts. Et donc je pense que oui, notre regard sur l'histoire doit être amené à changer, car sinon on s'expose à ce qu'elle soit ou dévoyée, parce qu'on n'en a plus la connaissance scientifique, et c'est déjà un problème, ou au contraire qu'elle soit oubliée, ce qui est presque encore pire. Ce qui est presque encore pire, parce que je pense que mieux vaut un mauvais récit que pas de récit du tout, vous voyez, parce qu'un mauvais récit peut être corrigé. Et aujourd'hui, on va de plus en plus vers des commémorations, parfois, dont moi je trouve qu'elles ont... L'histoire et la mémoire, c'est deux choses différentes. Elles ont un côté parfois un peu triste, puisqu'elles ne sont pas des célébrations, et que si on ne célèbre pas l'histoire, c'est-à-dire si on ne fait pas un parti pris, d'une manière ou d'une autre... C'était ma prochaine question. Voilà, on l'oublie. Effectivement. Qu'on vous connaisse un petit peu mieux, vous écrivez comment ? En musique vous avez un univers sonore ? Alors écoutez, j'écris souvent en musique, oui, absolument. J'écris en musique, mais avec des lignes mélodiques extrêmement stables. Donc ça peut être de la musique médiévale ? Alors ça peut être de la musique médiévale, hein, par exemple Saint-Hildegarde, oui, bien sûr. qui fait des airs qui, moi, si vous voulez, la condition nécessaire, en ce qui me concerne, c'est qu'il n'y ait aucune ligne mélodique trop marquée, qui me sortirait de l'écriture, en fait. Au contraire, cette stabilité fait que progressivement, j'arrive à me concentrer à un niveau supérieur, ou plutôt beaucoup plus profond, à ce que je pourrais arriver en étant simplement dans le silence. Donc, c'est pas tout le temps, c'est pas partout, mais en revanche, pour un certain nombre de moments, de passages clés, beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus lents, oui, j'écris en musique, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Non, ils sont très sages aujourd'hui. Vous donnez dans le roman une vraie part aux figures féminines. Il n'y a pas que des chevaliers, il n'y a pas que des batailles, des tueries, etc. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter sur la société et les libertés même de l'époque ? Oui, c'est effectivement là encore une bonne question, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être amené à se déployer dans les tomes suivants et que je suis en train d'écrire. Fondamentalement, je pense que les reines ont été au moins aussi importantes que les rois. Oui. Ça, c'est un peu une banalité de dire ça, mais je le pense vraiment. Et donc je pense que dans la relation entre Philippe le Bel, le futur Philippe le Bel, et son épouse, qui n'est qu'épistolaire dans le roman, mais qui va être bien plus réelle dans la suite, il y a déjà cette connexion très profonde entre eux, qui fait que le roi va être seul, à 17 ans, propulsé sur le siège, le trône de la première puissance d'Europe. Il faut se rendre compte de ce que ça implique. Ouais. Et en fait, son premier conseiller,
ça va être sa femme, son épouse. Donc évidemment, il y a cette idée-là en germe. Et puis, pour autant, je voulais montrer un Moyen-Âge qui soit à la fois réaliste. Je ne suis pas allé rajouter des personnages qui n'auraient pas pu exister, faire une forme de relecture de l'histoire, voire de wokisme. Ça n'est pas mon idée. On n'attendait pas du wokisme de vous. Non mais vous voyez, non mais parce que voilà, après tout, où s'arrête J'aurais été surpris. Où s'arrête la limite de la licence historique. Ouais. Mais ce que je voulais plutôt montrer, c'était une image fidèle de la société de l'époque, aussi fidèle que possible, et donc avec des figures féminines fortes, c'est vrai, parce qu'elles l'étaient, et qui vont se déployer encore plus dans la suite. Bon, je ne peux pas passer à côté de cette question quand on a le nom que vous portez et qu'on se lance dans un roman historique. Est-ce qu'on a 2 tonnes et demie de lourdeur sur les épaules ou pas? Ou vous en fichez totalement? Je vois pas de quoi vous parlez. Non, le public non plus. Non. Alors en fait, je le vois pas comme ça parce que j'ai d'abord commencé à écrire pour moi, sans avoir du tout le projet de publier, ou en tout cas en me disant ça ne sera jamais publié. Donc j'écrivais de façon assez apaisée, vous voyez, presque plus pour moi que pour un public ou pour ma famille. En revanche, c'est bien ma famille, que ce soit effectivement mon grand-père, Philippe de Villiers, mon oncle Nicolas de Villiers au Puy du Fou, qui a repris le flambeau, ma famille proche avec mes parents. Eh bien, dans tout ce terreau, depuis que je suis enfant, j'ai grandi avec l'idée que l'histoire était ce qui pouvait animer notre vie et lui donner une couleur, une force, une richesse qui en fait est absolument merveilleuse puisque où qu'on soit, où qu'on aille, elle nous accompagne. Et le XIIIe siècle dont je parle affleure à chaque coin de France. Oui, je suis d'accord. Et donc en fait, je ne l'ai pas du tout vu comme une pression, vraiment pas, mais plutôt comme une chance. Et une chance d'avoir cette flamme, cette étincelle en moi et donc cette envie à mon tour de me lancer dans ce récit-là. Voilà. Je pense que c'est effectivement une chance aussi pour nous. Qu'est-ce que vous avez pensé du film du Puy du Fou? Le film, effectivement, sur le général Charette. Ouais. Voilà. Eh ben, écoutez, j'ai trouvé que ce film était exactement dans la veine de ce que j'essaye de vous dire. Ouais, c'est-à-dire une épopée tragique, mais qui ne cherche pas tant à, si vous voulez, à condamner le passé ou bien à le relire, qu'à mettre en valeur une figure héroïque, extraordinaire, celle de ce général, de cet ancien officier de marine, Charette, qui a donné sa vie pour cette cause à laquelle il croyait, pour cette France éternelle, et qui, chez lui, a été si profonde et si pleine de sens qu'il a donné sa vie pour elle et qu'il a d'ailleurs écrit dans une des dernières lettres qu'on a de lui, je donnerai pour la cause jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Donc c'est une figure, à mon avis, absolument magnifique. Ouais. Et j'ai été ému devant ce film. Un très beau film, je suis absolument d'accord avec vous. Jacques de Villiers, vous êtes formidable. Eh ben, écoutez, on attend la suite avec grand plaisir. Je vous veux en studio pour la suite. Oui, il va sortir quand, le tome 2? Mais écoutez, il sortira, si tout va bien, dans le courant de l'année 2026. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous attends de pied ferme. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Le Bâtard du Roussillon, tome 1. Merci à vous. Merci à vous pour votre invitation.